Bienvenue sur le plateau de News 93 où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des invités de marque pour notre émission Grégory. Et vous allez vous comprendre rapidement pourquoi j'ai appelé cette émission Grégory, parce que j'ai la joie et la chance de recevoir avec nous Grégory Galifi. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Ravi de te recevoir sur notre plateau. C'est imprévu, c'était totalement, on se fait ça comme ça à l'impro. Hein. C'est de l'impro, c'est de l'impro. Et vous commencez à me connaître, j'aime bien les séquences complètement improvisées. Et pour dynamiser un peu cet échange, eh ben, je suis accompagné de mon directeur de la production, Richard Joffo. Ou du moins ce qu'il en reste. Un sérieux morceau, en tout cas, un sérieux morceau. Grégory, ça nous fait super plaisir de te recevoir. Tu es une référence dans le monde de l'automobile, en tout cas de ce que on voit de tes différentes séquences et dans ton passé sur les chaînes mainstream. Et aujourd'hui, on te suit sur tes développements sur les réseaux, où on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment hyper passionnant, qu'on soit expert dans le domaine de l'automobile ou en pleine découverte de plein de sujets. On apprend vraiment beaucoup de choses. Je regardais dernièrement une vidéo que tu as faite sur les contrôles techniques à partir de 2022, les évolutions. Voilà, je vous recommande d'aller voir cette séquence. On apprend vraiment des choses très intéressantes. Le nom de la chaîne YouTube, c'est quoi, Grégory? On a fait simple. La chaîne YouTube, c'est Greg Galifi. Et ce que je disais, c'est que aujourd'hui, j'essaye de donner un contenu qui n'est pas que un contenu pour les passionnés. Alors c'est sûr que les gens qui m'ont regardé pendant 19 ans sur Direct Auto, sur la chaîne C8, qui avant s'appelait D8, et avant c'était Direct 8, à l'époque de la chaîne Direct 8, je suis bien sûr identifié comme Monsieur Auto, voilà, qui va te parler de technique, etc. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ça, c'est que la voiture et la mobilité, ça concerne tout le monde. Je veux dire, toi, ça te concerne. Donc forcément, mon idée, c'est aussi d'essayer de décrypter l'information, la réglementation qui va arriver, la réglementation qui change. Et ça, que tu le veuilles ou non, tu vas être à un moment confronté à ça. Et mon taf, en tant que journaliste et créateur de contenu, eh bien, c'est d'amener les gens, d'avoir une sorte de croisée des chemins entre la passion, lié bien sûr à la base à l'automobile, c'est un peu mon ADN de base, et j'élargis sur la mobilité, sur des sujets de société, avec des tables rondes. Là, tu vois, on est en train de préparer un débat sur est-ce que la vitesse est stigmatisée. J'avais fait un truc il y a quelques mois, c'était bien sûr automobile, c'était dans 10 ans, sommes-nous tous condamnés à rouler en voiture chinoise. Mais à un moment, si tu n'as pas de voiture, à un moment, tu vas peut-être en acheter une. Et est-ce que tu vas te dire, est-ce que je suis obligé d'acheter chinois, ou parce que je suis français, j'ai envie de rouler en voiture française, est-ce que ce sera encore possible? Donc, à un moment, c'est ça l'idée, c'est d'être vraiment à la croisée des chemins et de mélanger la passion avec le décryptage de l'info et vraiment donner de l'information. Et notre quotidien. Le quotidien des gens. Mal. Et donc on est aussi suivi, c'est ce que disait Fred, c'est qu'il y a bien sûr l'actu automobile, mais moi je suis journaliste et maintenant créateur de contenu, c'est ce qu'on dit, ou influenceur, ou youtubeur, c'est des mots qui me font marrer, mais bon, je suis avant tout journaliste, et l'idée c'est aussi d'apporter de l'information, parce que moi je dis souvent qu'il faut savoir que 80% des Français qui sont en âge d'avoir le permis de conduire ont une voiture. Et s'intéressent aux voitures. Mais ça veut dire que même si tu n'es pas fanatique de voiture, moi je le suis. Parfois c'est une dépense forcée, la voiture. Mais de toute façon, ça te concerne. Ouais. À 80% des Français qui sont en âge d'avoir une voiture, ils ont une voiture. Ouais. Donc même si tu n'aimes pas ça, tu es obligé d'en avoir une pour te déplacer, pour aller faire tes courses, pour emmener tes gamins à l'école. Donc c'est aussi l'idée sur mes réseaux sociaux, c'est d'apporter des informations pratiques. Tu parlais du contrôle technique, parce qu'effectivement, il y a des choses, les gens, il faut les tenir informés. Et j'essaie de décrypter les informations sur des formats courts ou des formats longs sur ma chaîne YouTube, où là, on ne passe plus sur des essais, sur des tables rondes avec des débats de société. Voilà, c'est vraiment... je suis un peu à la croisée des chemins entre l'influenceur, le créateur de contenu et le journaliste que je suis. Oui, enfin, c'est un vrai travail de fond, parce qu'au-delà de la simple information sur l'actualité des voitures ou l'information sur le contrôle technique, il y a une vraie réflexion sur le lien qu'il y a entre le citoyen et l'automobile, sur la société de l'automobile telle qu'on la conçoit aujourd'hui, la place qu'elle prend sur le plan économique, presque philosophique.
Voilà, l'idée c'était un petit peu de te présenter sur notre plateau, de rappeler à nos auditeurs, comme tu l'as fait, ton parcours qui force quand même un peu le respect. En tout cas, tu l'as fait. Voilà, aujourd'hui, parler de ce que tu réalises sur l'ensemble des médias et d'inciter tout le monde à aller se promener et aller regarder Grégory Galifi sur l'ensemble des médias qui sont accessibles. Il y a des émissions très très intéressantes, je vous garantis, vous allez passer des très très bons moments. Et puis j'ai une dernière question à te poser. Voilà, une question qui est un peu qui peut être à tiroir. C'est comment tu vois ton avenir dans les 10 prochaines années? Oh, c'est une vaste question. Déjà, je pense qu'on est vraiment sur un changement de paradigme en matière de médias. C'est qu'on voit que la jeune génération, ils changent leur façon de consommer les médias. La presse papier est en chute libre. La télévision, nous, on a connu la télévision avec le rendez-vous. Nous, on avait des magnétoscopes. Oui, oui, oui. Enregistrés sur on attendait l'heure. On attendait l'heure, tu te oui. levais. Tu dis ça à un jeune, et pourtant, on n'est pas des vieux qui ont Ouais. 200 ans. Ouais. Et tu dis ça à un jeune qui a 20 ans, il te regarde avec des yeux comme ça, et tu dis de quoi il me parle. Pour eux, c'est totalement inconcevable. Donc, on est vraiment sur un changement de consommation, de paradigme, de mode de consommation par rapport à ça. C'est que tout est devenu nomade. Tu fais tout avec ton téléphone. Et les jeunes n'achètent plus de télé. Les jeunes ne vont pas se lever à telle heure pour voir telle émission. Pareil, ils ne vont pas enregistrer, pareil. Donc, je pense que l'avenir, d'une manière générale, pas que le mien à proprement parler, mais il va être grandement digital. L'idée, c'est d'émerger, parce que l'offre digitale, elle est énorme. C'est que tu vas avoir une multiplicité des acteurs, et donc dans ce choix qui est pléthorique, qui va l'être de plus en plus, parce que n'importe qui avec son téléphone portable peut devenir influenceur, créateur de contenu ou youtubeur. Tu prends ton téléphone, tu crées ton compte YouTube, c'est gratuit, ça va vite, hein, c'est facile. Donc ça va, pour moi, ça s'est déjà digitalisé, mais on est vraiment à un changement de bascule. Donc tu t'inscris dans l'air du temps, de toute façon. Si tu veux perdurer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu restes sur des médias traditionnels, je pense que tu es mort. Est-ce que tu ne penses pas quand même que, à l'époque où moi j'étais gamin, toi tu étais un peu plus vieux que moi, mais de quelques années seulement, toi un peu moins de quelques années, on avait à cœur de suivre des émissions, des séries où on avait une succession d'histoires qui nous attachaient à venir voir l'émission suivante et ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas, parce que moi je me suis posé réellement la question, qu'on n'assistait pas à une perte de continuité dans les mainstream avec des jeux à outrance, avec plus aucune succession d'émissions, des rééditions de films qui ont 60 ans, qui n'intéressent plus personne, des John Wayne, des Belmondo, c'est des gens que ma génération, votre génération ont connu, mais les jeunes comme Corentin, vous leur parlez de Belmondo, ils savent pas qui c'est. Alain Delon, c'est pas mieux. Voilà. Est-ce que tu crois pas que en fait c'est le montage, la programmation des montages des mainstream qui nous amène aujourd'hui à aller puiser ces successions dans les médias, les nouveaux médias, et qui nous détachent des médias mainstream, la télévision, plutôt que naturellement on se détache. Je pense qu'il y a. Après, je vais aussi laisser répondre Richard, parce que je pense qu'il aura un point de vue hyper intéressant là-dessus. Je pense que déjà, il y a différents facteurs. Il y a déjà un facteur économique. C'est que nous, on a connu des chaînes de télé où il y en avait 3, et après 3, j'étais vraiment tout petit. Mais après 4, et après 6, moi, pendant très longtemps, toute ma enfance, adolescence, on avait 6 chaînes. Après, ça s'est un petit peu développé. Donc déjà, le gâteau de la part publicitaire, parce que ce sont des chaînes privées qui sont financées par la publicité, eh bien, tu avais peu de chaînes avec un gros gâteau. Sauf qu'aujourd'hui, les chaînes ont explosé en nombre. Donc forcément, le gâteau publicitaire, c'est vachement réduit. Donc, les chaînes, elles manquent de financement. Donc avant, les chaînes avaient vraiment des gros moyens. Un pouvoir de production. Un pouvoir de production et d'achat. Donc c'est sûr que quand tu achètes un Colombo qui a 40 ans ou 50 ans, tu l'achètes pour que dalle. Donc la programmation, elle te coûte quelques milliers d'euros. Et tu peux avoir, pendant toute une après-midi, tu mets 3-4 Colombos, ça t'a coûté que dalle. Donc il y a déjà ça, il y a le côté financier. Alors après, la programmation, est-ce que les programmations sont moins bonnes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant ?
Je pense pas. Je pense que les gens font en fonction de leurs moyens. Il y a aussi, je pense qu'en télé, en ce qu'on appelle tout ce qui est linéaire, donc les médias linéaires, c'est les chaînes classiques, ils sont aussi en train de se poser des questions et ils se disent comment on doit se réinventer. Aujourd'hui, quand tu discutes avec les chaînes, ils te parlent de digital. Ah ouais. Parce qu'ils savent que le coup d'après, sont... le coup d'après, c'est déjà le coup de maintenant, c'est le digital. Ouais. Donc, si tu veux, la difficulté, elle est là. C'est de se positionner, d'être toujours présent, entre guillemets, sur les médias mainstream linéaires, mais aussi être aussi présent et pas se faire bouffer des parts de marché sur le digital. 2025, il y a eu le point de bascule déjà entre, en volume, le nombre de vues entre les médias dits traditionnels, le linéaire, et le digital. Le digital est passé devant, l'année dernière, les médias classiques. Donc déjà, la table est en train de se renverser. Donc il y a une vraie difficulté, et la difficulté pour les boîtes historiques, c'est de se réinventer, tout simplement. Je sais pas Cela ce que dit, tu penses, Richard. je vais faire un parallèle. Je te remercie pour ta vision du média, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop Moi, c'est l'habitude. très factuel. On n'a pas trop l'habitude d'entendre t'exprimer sur ce genre de sujet. Ça me fait très plaisir. Je te remercie. Richard, je vais faire un parallèle avec, voilà. du côté du consommateur, avec l'alimentation. Aujourd'hui, on a les restaurants, on a les restaurations, on a les restaurants gastronomiques qui continuent à fonctionner et qui se réinventent parce qu'ils sont de plus en plus luxueux, de plus en plus premium. On a les grandes brasseries, on a les fast-food, on a les kebabs, on a Master Poulet, on a la vente à emporter. Eh bien, avec la télévision, c'est exactement pareil. Vous avez les mainstream, les grandes chaînes qui vous font des blockbusters, des grands jeux ou les grandes retransmissions, le football sur M6, sur TF1, les The Voice, les grands films qui sont coproduits par les chaînes. C'est l'équivalent de la gastronomie. Les gens continueront à y aller quand ils ont les moyens. Et puis vous avez la grande brasserie, on va dire la TNT. Et puis vous avez les fast-food, on va dire tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui est la fibre, les box, etc. Et puis la télévision à emporter, c'est-à-dire tout ce qu'on a sur les petits TikTok, les petites vidéos, etc. Et tout ça, ça cohabite. Et maintenant, eh bien, vous avez, je prends l'exemple de l'Entrecôte. Il y avait 2 restaurants, les gens faisaient 1 heure de queue pour pouvoir manger la fameuse viande avec la sauce verte. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait l'Entrecôte? Il a fait une sandwicherie. Donc, il s'est adapté à la vente à emporter. Et bien, ça sera pareil pour la télévision, tout simplement. De toute façon, tu es obligé, si tu ne t'adaptes pas, tu es mort. Voilà. Ça, c'est la vie, hein, de manière générale. Voilà. Merci, messieurs, de vos éclaircissements. Merci à tous. Encore une fois, allez voir Grégory Galifi sur les réseaux, ça vaut vraiment le coup. Et on est heureux de l'avoir reçu sur le plateau de News 93. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et cette émission est produite par Delsaf Media. Je veux remercier Enrique à la régie, Océane à la réalisation, Baptiste au son et toute l'équipe qui nous a permis de produire cette émission. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.